Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et Monsieur le Ministre, d'abord, merci à vous. La Présidente et la rapporteure l'ont fort bien dit tout à l'heure, mais je voudrais le dire à mon tour, pour la clarté de vos propos, pour votre engagement. Franchement, ça nous fait du bien parce que certaines auditions n'étaient pas caractérisées par cette clarté dont on a besoin émanant de l'exécutif. C'est-à-dire, on sait que la vie est compliquée, on sait que sur le terrain, il faut s'adapter à une multiplicité de situations et que la relation interpersonnelle permet parfois une forme de pédagogie, d'écoute, permettant à un certain nombre de personnes, de familles, de repartir dans la bonne direction. Mais nous sommes, avec nos expériences d'élus locaux, de parlementaires, mais aussi d'élus locaux, de chefs d'exécutif, dans l'idée qu'il faut que le message d'en haut soit un message clair, qui permet ensuite à tous les dispositifs, les actions, et même une forme de souplesse, de compréhension, de se structurer sans tomber dans l'ambiguïté, sans tomber dans la confusion qui est dans le monde dans lequel nous vivons, et notamment en France, qui est la pire des choses. Donc c'est bien. Alors, moi, j'avais préparé quelques questions, d'ailleurs, auxquelles j'associe Nathalie Goulet, qui elle-même a fait un travail important sur ces sujets par le passé, dans différentes commissions d'enquête, etc. Mais vous avez commencé à y répondre très précisément. Vous avez répondu, par exemple, sur le nombre d'inspections, sur leur montée en puissance. J'aurais pu vous poser une question, elle peut être intéressante dans la durée, pour voir les évolutions, les moyens mis en œuvre, sur les budgets mis en œuvre, si tant est qu'ils soient clairement fléchés dans votre ministère, sur ces équipes d'inspection qui font ce travail, à la fois ce travail en direction des établissements non conventionnés, mais également ce travail sur les problématiques de sortie du système scolaire. Et là, je voudrais, pour finir, mettre un peu le focus. J'ai eu l'occasion, dans un cadre différent de celui d'aujourd'hui, dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales que je préside au Sénat, il y a quelques années, Antoine Lefèvre, qui est dans la délégation, s'en souvient, de faire avec un collègue, Luc Carvounas, aujourd'hui député, un travail sur la place des collectivités territoriales dans la prévention de la radicalisation, hein, déjà. Et nous avons, dans ce cadre, auditionné bien sûr, mais également été dans un certain nombre de communes, de territoires, où, c'était il y a déjà maintenant 3 ans, nous ont été signalés par des maires des dérives inquiétantes de déscolarisation. Vous avez répondu clairement, là aussi, je n'y reviens pas, mais vous avez d'ailleurs fait allusion au dialogue avec les élus locaux, hein. C'est sur ce point que je voudrais peut-être vous réentendre de manière encore plus précise, parce que les élus locaux, ils savent des choses qu'ils peuvent dire, si tant est qu'ils aient des interlocuteurs qui soient vraiment décidés à les écouter, mais parfois, ils sont aussi en demande d'apprendre des choses qui peuvent les aider dans leurs propres décisions, et notamment dans tout ce qui est en lien avec l'école, la jeunesse, etc., dans le cadre, bien sûr, des missions de chacun. Il ne s'agit pas d'être dans la confusion. Et là, je pense que, vous voyez, ce partenariat, on a en France des réussites. On a une réussite qui est à réinventer en permanence sur les partenariats en matière de sécurité entre l'État et les territoires, les contrats de sécurité, tout ça. Moi, je l'ai vécu pendant 20 ans comme maire. Quand on y croit vraiment, ça marche et ça crée un climat de confiance. Sur ces sujets-là, le climat de confiance permet, et permettrait peut-être encore davantage, de travailler ensemble sans forcément qu'il ne soit besoin de préciser dans les textes l'obligation de transmission de tel ou tel type de document. Hein, bon, parfois c'est utile, mais le climat de confiance, ça n'a pas de prix. Et je pense que ça peut nous aider sur un sujet sur lequel, malgré tous vos efforts réels et que nous reconnaissons, on n'est pas au bout du tunnel. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Alors, sur les moyens, c'est vrai qu'il n'y a pas une ligne budgétaire lutte contre la radicalisation ou même une ligne budgétaire laïcité. Mais on peut estimer, et là, ce que je dis va être imprécis, je le dis d'avance, on pourrait faire une sorte de comptabilité analytique du sujet, mais c'est en première évaluation, je peux vous dire que c'est entre 150 et 200 ETP qui sont consacrés à un tel sujet, puisque vous avez des équipes académiques
dans chaque rectorat. Les personnes qui font partie de ces équipes Valeurs de la République ne sont pas forcément à plein temps sur ce sujet, mais certains le sont. Et donc, il faudrait chiffrer le temps partiel de certains. Et puis, vous avez des inspecteurs de l'éducation nationale, parfois avec aidés d'autres personnels, comme des conseillers pédagogiques, dont certains sont dédiés à l'enjeu du contrôle de l'instruction à domicile. Mais tout est entremêlé, parce que, par exemple, quand vous faites le contrôle de l'instruction à domicile, vous n'êtes pas à 100% sur le sujet de la radicalisation islamiste, vous êtes sur plusieurs sujets à la fois. Donc, c'est forcément un petit peu complexe comme approche. Mais disons que ce sont des moyens non négligeables, mais finalement, c'est surtout notre capacité de mobilisation de l'institution, avec d'ailleurs les mots que vous avez utilisés sur le fait d'avoir un message clair, net, ferme et permanent, je dirais présent en permanence, enfin qui ne se laisse pas oublier en quelque sorte, qui est le levier principal. Sur votre deuxième question, c'est le... oui, donc non, il n'y a pas de ligne budgétaire, mais en second lieu, vous avez dit... la relation avec les élus. La relation avec les élus, pardon, c'est ça, excusez-moi, j'ai un trou. Sur la relation avec les élus, donc c'est évidemment un sujet de la plus haute importance, parce que c'est la relation avec les élus qui permet d'être fort, d'avoir des connaissances de terrain. Et nous y tenons beaucoup, notamment d'ailleurs sur le sujet de l'instruction à domicile, où on voit très bien que seule, chacune des deux institutions est un peu démunie. Le maire seul se sent en situation difficile, a fortiori si la commune n'est pas très grande, et l'éducation nationale seule peut se sentir parfois un peu démunie aussi. Donc c'est l'alliance qui est fondamentale sur un tel sujet. Plus généralement, sur des stratégies d'ensemble, nous allons développer la logique qui prévaut actuellement dans les cités éducatives. Ces cités éducatives, nous avons commencé par en faire 80 avec Julien de Normandie dans le cadre de la politique de la ville. Ça correspond à des moyens que nous mettons au service d'une vie associative de qualité, mais plus généralement au service d'impulsion de politique publique éducative au-delà du temps scolaire. L'un des grands partis pris d'une telle politique, c'est de donner un rôle central au chef d'établissement, notamment au principal de collège, qui peut être un peu acteur et coordonnateur de politiques publiques qui conditionnent la réussite scolaire de l'enfant, et donc notamment de politique sociale. Cela suppose des réunions de coordination, de la confiance, de la complicité entre les acteurs publics, et donc la cité éducative renforce considérablement le lien maire, chef d'établissement, et plus généralement éducation nationale, collectivité locale. Et bien sûr, le sujet cité éducative concerne des territoires particulièrement en difficulté et correspond à des moyens financiers, mais dans le cadre de la préparation de rentrée 2020, on va développer cette logique de coopération de manière plus forte. Et donc cette logique de coopération entre les institutions rejoint ce dont on a parlé précédemment sur la logique d'une vision complète du temps de l'enfant pour partager ensemble ce qui se passe pour l'enfant et ce qui se passe dans son environnement. Je suis de plus en plus favorable à une vision où on aurait où l'emploi du temps de l'enfant serait vu pas seulement sur les heures de cours, mais un petit peu sur ce qui se passe dans sa vie aussi le mercredi et le week-end, sans qu'on arrive à un Big Brother éducatif, hein, mais tout simplement à une attention à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi par l'agrément des associations, le fait de s'assurer que le soutien scolaire soit fait par des associations de qualité, et que les subventions publiques, qu'elles soient celles de l'État, et ça nous en assurons, mais aussi celles des collectivités locales, et ça c'est quelque chose de plus compliqué, aillent dans des activités associatives dont nous sommes sûrs qu'elles sont conformes aux valeurs de la République. Est-ce que je peux rajouter une demi-phrase, Madame la Présidente? Je vous en prie, chers collègues. Est-ce que, Monsieur le ministre, j'ai un peu hésité à vous poser cette question tout à l'heure, mais allez, je vais jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, dans le contexte français actuel, interdire ou en tout cas restreindre et conditionner davantage, enfin l'un ou l'autre, l'enseignement à domicile par rapport à ces dérives, ou est-ce que ça vous paraît exagéré comme réponse? Alors, ma conviction que je commençais à exposer tout à l'heure, c'est que on ne peut pas être dans une liberté absolue en la matière qui n'est pas un cadre. Et cette liberté d'instruction à domicile, elle a vraiment un fondement constitutionnel puissant et qu'on ne peut que reconnaître, et qui est, je pense, positif, mais qui va s'équilibrer avec d'autres principes, et notamment les droits de l'enfant.
Et donc, d'où le fait, et je crois que ça s'est vu dans les débats parlementaires, dans ce que j'ai pu dire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'il fallait encadrer davantage. Et c'est ce que nous avons fait. Donc je ne pense pas aujourd'hui, en l'état actuel de ma réflexion, peut-être que j'évoluerai, mais en l'état actuel de ma réflexion, je pense surtout qu'on doit bien appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019. Et on est au début de cette mise en œuvre, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on est sur une pente positive, mais on n'est pas encore à 100% de contrôle bien réalisé, on n'est pas encore à cette coopération bien comprise avec les familles, etc. Donc il y a encore des progrès concrets à faire. Sur le plan des principes juridiques, il me semble qu'on est allé à un certain stade qui est le bon, mais je pense que c'est un sujet qui reste ouvert pour l'avenir. Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à notre collègue Antoine Lefèvre. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Moi j'avais 3 questions, mais en préambule, et à la suite